Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes courts sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Vincent Verza, vidéaste et militant écologiste. Salut Vincent. Salut. On est dans plein cœur de la crise sanitaire. Nos quotidiens ont été assez brusquement changés en à peu près une semaine. Je voulais d'abord savoir dans quel état d'esprit tu es toi maintenant et qu'est-ce qui te questionne particulièrement. Vaste question. Moi, je suis à la fois privilégié dans mon isolement, dans le fait que je suis à un endroit où j'ai de l'air frais et où je suffoque pas. Et je pense que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Petite pensée aux Parisiens qui sont dans des 20 mètres carrés, qui étaient très contents d'avoir accès à tout Paris à leurs pieds et qui aujourd'hui sont cloisonnés chez eux. Et c'est peut-être un peu petit et un peu dur. Et à vrai dire, c'est un peu en état de sidération dans le sens où les informations que j'ai et que j'acquiers sont de l'ordre d'une fin d'un monde, vraiment, que ce soit j'ai fait une vidéo sur les conséquences de faillite en série, de fin de l'euro, de crise systémique qui n'en finira plus, et en même temps, tout est tellement ralenti et figé que à part un petit graphique du CAC 40, je vois pas grand-chose, quoi. Et du coup, j'ai à la fois le fait de me dire non mais c'est bon, il faut pas paniquer, hein, on va pas paniquer, on va rester serein, bien sur ses appuis. Et en même temps, je suis inquiet à tellement de niveaux. Je suis inquiet pour la situation de l'Afrique là qui comme dans la précédente crise voit tous les capitaux étrangers se barrer des pays, l'Afrique de l'Est qui se prend en plus une invasion de criquets, qui a l'ensemble du continent qui n'a pas les moyens de faire face au niveau sanitaire à l'épidémie et qui dépend largement du commerce international parce que suite à l'ensemble des programmes du FMI et de la Banque mondiale, on a explosé toutes leurs frontières, donc là ils sont particulièrement dans la merde. Donc ça évidemment ça va durer longtemps. D'autres conséquences qui vont vraiment durer longtemps, c'est pour moi la situation en Europe tout particulièrement. Je trouve que la réaction des pays, elle est hyper individualiste. Chacun pense à sa gueule. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de ce truc de ouf là, je sais pas quel pays c'est, qui a volé le stock de masques qui était envoyé par la Chine à l'Italie. Et c'est juste un des exemples parce que là, ils se sont tous mis d'accord sur le fait de faire exploser le budget et puis c'est bon, l'austérité c'est fini. Mais je pense que ils vont se mettre d'accord sur absolument rien d'autre en fait à partir de maintenant. Et en même temps, les économies elles vont encore plus être différentes après cette pandémie que avant, et du coup ça va tenir à plus rien du tout l'Europe en termes économiques. Et on entend beaucoup depuis, c'est en ce moment-là que ce coronavirus pourrait être en fait une bonne nouvelle pour l'écologie, pour le climat, pour la biodiversité, la nature reprend ses droits, etc. Or, on voit précisément que cette pandémie, c'est le pur produit du modèle dans lequel on vit depuis des décennies, qui est, comme tu disais, un prédateur, destructeur, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces discours sur la chance ou l'opportunité que pourrait représenter la crise sanitaire ? D'abord, que nenni, hein, c'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement parce que, c'est un des trucs que j'avais déjà dit dans mes vidéos, que le seul moment où les émissions de CO2 avaient décru, c'était suite à la crise de 2008 parce que l'économie était par terre. Mais après ça, c'était record sur record. Hein, donc moi, je me fais pas de soucis pour que si la machine repart, elle reparte avec un $20 le baril et que vas-y qu'on crame du pétrole, quoi. Que la reprise se fasse entièrement sur les énergies fossiles et évidemment sans changer de modèle. Après, moi, je pense effectivement que je pense
par exemple, que dans le cycle parfaitement réglé des élections présidentielles en France, je ne vois pas vraiment de scénario dans lequel il y aurait, un peu par magie, une sixième république, que tout le monde tomberait d'accord. Je pense que les changements assez importants dans un pays, ils viennent de moments de crise et ils viennent de moments où le statu quo ne tient plus, quoi. Et je pense que le statu quo ne tient pas actuellement, vraiment, par plein de côtés. Tout le monde en a conscience et les choix qui sont faits révèle quelque part l'horreur de ce statu quo. Hein. Quand là hier j'ai publié une vidéo pour rappeler simplement les droits des gens à exercer leur droit de retrait, et il y a des centaines de commentaires de gens qui partagent leur expérience de travail, et c'est juste aberrant de voir que c'est encore les plus précaires et les gens qui sont les plus dans la merde qui sont là utilisés comme des espèces de rouages, de fusibles qu'on balance dans la machine en espérant qu'elle s'arrête pas trop le temps de la pandémie. Et les gens en ont conscience de ça, en fait. Ils en ont conscience parce que c'est leur santé. Et du coup, par plein de côtés, je pense que l'injustice qui est en train d'être vécue par une tonne de gens, elle va créer une brûlure encore plus marquante que celle un peu lente et insidieuse de la casse de l'État social qu'on a pu voir président après président là, ces 10 dernières années ou 15 dernières années. Mais je suis d'accord avec ça que ça révèle encore plus les inégalités. Puis on peut bien voir, ne serait-ce que dans le confinement, en fait, il y a le confinement tranquillement privilégié. Il y a le confinement de situations voilà, géographiques, sociales compliquées. Et il y a les gens qui doivent travailler, comme tu dis. Il y a le confinement des bidonvilles aussi. Hein. Là, il y en a à côté de Montreuil. Enfin, c'est l'horreur. À Lyon, ils ont été très forts. Les policiers, ils ont mis des amendes aux SDF. Ouais, j'ai vu. Ouais. C'est incroyable. J'ai pas les mots. Mais est-ce que parce que j'ai vu ta vidéo justement qui rappelle les droits aux travailleurs, le droit de retrait, tout ça, mais est-ce que ces personnes-là sont vraiment en capacité de s'opposer dans une situation qui est déjà hyper tendue et qui va générer une crise économique dont on peut pas encore imaginer l'ampleur? Est-ce que ça sera vraiment le moment de la révolte ou du soulèvement, quoi? Ouais. Mais je pense que d'abord, il y a une notion de temporalité qui est pas simple à saisir et que j'ai essayé de préciser dans mes vidéos. Justement, moi, je pense qu'il y a un moment où tu es en période de pandémie et que tu évites que les hôpitaux soient saturés. Donc ça, c'est maintenant. Ça dure 1 mois, 2 mois. Mais pour moi, ce 1 mois, 2 mois, il faut effectivement que tout soit à l'arrêt. Airbus, ils vont peut-être perdre de l'argent s'ils se mettent à l'arrêt, mais je pense qu'il faut le faire en fait. C'est un peu la base. Surtout que je suis pas vraiment inquiet pour Airbus. Je pense que il y a une inégalité aussi dans l'accès aux ressources qu'a mis à disposition l'État, donc les 300 milliards de garanties de prêts, de crédits auprès des banques, et puis à mon avis tout le fric qui va être mis pour la relance économique. J'ai confiance que les grandes entreprises qui aujourd'hui sont pas mal à la manœuvre pour demander aux gens de retourner au boulot vont réussir à choper ces sous-là et vont pas avoir de gros déficits dans leur compte et ne feront pas faillite. Maintenant, les commentaires sous ma vidéo montrent effectivement l'inégalité de toutes les petites mains de ce système en fait. Je pense que ma vidéo elle est tout particulièrement pertinente pour ceux qui justement sont je sais pas experts comptables à Airbus. Non, normalement ton boulot devrait s'arrêter là, tu devrais rester confiné quoi. Maintenant, ce qu'on voit, c'est ces entreprises qui ont décidé de continuer et qui vont exploiter des femmes de ménage, les faire travailler 3 fois plus que ce qu'elles ont l'habitude de faire, ce qui est déjà énorme, pour désinfecter absolument toutes les surfaces plusieurs fois par jour. Et là, en fait, on sous-traite même le soin, comme on sait le faire à tellement de niveaux. Mais c'est ça qu'on voit en fait dans cette crise, c'est on n'a pas de mal à sous-traiter et exploiter au maximum les personnes qui prennent soin de manière à continuer le business as usual pour un maximum de monde. Je pense que là, dans cette période de 1 mois, le business as usual, il devrait s'arrêter. Et c'est vrai qu'il y a un travail immense à faire pour les conséquences économiques dans un monde où on ne sait pas s'arrêter, où il faut toujours qu'on continue. Là, on est forcé à l'arrêt. Bah ouais, il va y avoir énormément de gens qui vont être en difficulté, surtout les petites entreprises, surtout les petits artisans qui sont un peu à flux tendu sur leurs ressources. Là, il y a un truc à inventer. Par exemple, c'est ce qui se passe en Allemagne. Là, ils sont en train de discuter d'un revenu universel. Pour moi, c'est ça, en fait. Des grandes crises,
des grandes avancées. Il faut qu'on ose voir grand, effectivement. Je pense que voilà, c'est une pandémie. En plus, on ne sait pas s'il va y avoir des nouvelles vagues. Le virus il disparaît pas. Combien de temps ça va prendre pour qu'il y ait une immunité. Enfin, tout ça, on n'en sait rien. Donc, il vaut mieux voir déjà loin et construire un monde prêt à ce genre de choc, y compris par un revenu universel. Oui, mais sans vouloir faire la pessimiste de service, j'ai quand même l'impression que ce qui est en train de se préparer, c'est plutôt une stratégie du choc à base de flexibilité du code du travail, voilà, de travail le dimanche, des congés payés aménagés, etc. Et que ça a pas l'air... Enfin, en fait, on dirait que tout est fait pour gérer les impacts économiques de la crise au mieux, ou en tout cas pour qu'ils soient les moins pires possibles. Mais au-delà des grands discours, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de volonté de transformer profondément notre vision du monde, du travail, du salariat, etc., quoi. Ah, mais évidemment que non. Enfin, la logique d'un banquier de Goldman Sachs, c'est la crise, c'est les soldes. C'est moi j'ai du cash, c'est le moment de racheter. Si ce n'est que là, notre banquier de Goldman Sachs, il est en position de chef d'État et il a peur que des riches investisseurs aillent faire des OPA sur nos entreprises françaises en banqueroute. Et du coup, je pense qu'on va voir des trucs assez étranges de politique de renationalisation partielle voire totale d'un certain nombre d'entreprises. Malheureusement pas, encore une fois, ce sera pas des petites entreprises, hein, ce sera les grosses qui vont être sauvées comme ça à grands coups de budget de folie. Mais moi je suis d'accord avec toi. Enfin, je pense que oui, la stratégie du choc c'est un truc qu'on va voir venir, qu'on aperçoit un peu poindre du coin du nez, mais je pense qu'ils sont aussi un petit peu sidérés et inquiets de leur propre fragilité, hein, dont ils ont conscience. Donc je pense que c'est en train de se mettre en place, mais c'est pas encore là. Et je pense que effectivement, il faut pas évidemment s'en remettre à un Emmanuel Macron et son monde pour amener des changements profonds de ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo où je remplace Macron par moment dans son discours pour tenir un contre-discours qui aurait de la gueule, quoi. Ouais. Et concrètement, comment tu penses qu'on peut préparer l'après maintenant? Pour moi, préparer l'après maintenant, il est extrêmement stimulant et chouette du fait que la politique d'austérité budgétaire, ça y est, elle est morte, quoi. Donc à partir de maintenant, vu que tous les pays d'Europe vont s'endetter jusqu'à plus vaille, on peut se permettre d'envisager des programmes à quelques centaines de milliards qui vont dans la direction qu'on souhaite. C'est-à-dire que la notion, tu sais, que Macron a pu tenir justement, même devant l'Assemblée citoyenne, de leur dire, écoutez, il n'y a pas d'argent magique, écoutez, les contraintes, elles sont là, écoutez, vous pouvez pas inventer un budget, montrez-moi comment le financer. Bon, tout ça, c'est bon, quoi. Tout ça, c'est fini. On le finance en le budgétant et qu'importe le montant de la dette, tant que, quelque part, tout le monde fait la même chose. Et c'est clairement ce qui va se passer en Europe. Clairement, il y aura pas d'argent magique en Europe. Tout le monde va utiliser des budgets et va faire exploser sa dette. Et puis ça se passera comme ça, quoi. Donc pour moi, ouais, ce qui est stimulant là, c'est en fait quelque part rêver puis se donner les moyens d'exiger, parce que ça va pas venir de nos dirigeants, et d'être suffisamment ambitieux, en fait. Je pense qu'effectivement, c'est un choc d'une ampleur sans précédent qui montre que énormément de choix qui ont été faits ne tiennent plus, dont celui évidemment de la mondialisation effrénée jusque dans nos masques sanitaires qu'on sait pourtant, à mon avis, produire. Mais c'est la première des ruptures d'approvisionnement, il y en aura d'autres. Mais je pense en tout cas qu'il y a une sorte de voile qui se déchire. Mais après, c'est toujours ça la question, c'est quoi le voile qu'il y a derrière? Est-ce que c'est des gens en colère et qui veulent fermer les frontières parce que justement, ils ont bien compris que c'est chacun pour sa gueule et que du coup, t'as l'extrême droite qui passe tranquillou bilou? Est-ce que c'est un contre-discours de gauche, de solidarité, de soins, de droit du travail, de ralentir aussi? Compliqué, hein? Ouais, compliqué.
Je sais pas, je suis encore dans un état de sidération. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut se bouger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et continuer à réfléchir et à continuer à créer des liens pour pas rester dans cet état de sidération et voilà. Et des contre-discours. Ouais, voilà. Est-ce que tu as un conseil peut-être pour les gens qui nous écoutent? Je pense que beaucoup des peurs qu'on a actuellement du fait de plein de réalités qu'on croyait inébranlables, qui se révèlent fragiles, sont issues d'un même récit en fait. C'est le récit d'un monde dans lequel tout est marchand, dans lequel ta valeur n'est reconnue en tant qu'humain que si tu sais la vendre, que si tu sais devenir une marchandise. Et je pense que par plein de côtés, dans cette crise-là, on expérimente aussi d'autres relations, d'autres valeurs qui, pour moi, me donnent en tout cas l'élan de se dire que rien n'est écrit, quoi. Que si on peut tous agir pour notre gueule, on peut aussi vraiment agir ensemble. Et quand je regarde ce qui se passe actuellement sur Internet, je pense que il y a une envie d'être moins con qu'hier et de pas laisser passer un certain nombre de choses. Quoi qu'il y aura, on fera face, quoi. On fera face et puis on fera au mieux et on fera, j'espère, ensemble. J'espère aussi. Merci beaucoup Vincent pour Merci Alexia. pour ces mots. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager, c'est sympa. Portez-vous bien et à très vite.